Vincent Cespedes, la consultation de votre blog donne un aperçu de la diversité des questions auxquelles vous vous intéressez. Vous êtes philosophe, essayiste, romancier, compositeur. En 2001, vous êtes repéré par vos essais portant sur des phénomènes de société, télé-réalité, violence urbaine, 21 avril 2002, etc. Dans vos ouvrages déjà nombreux, vous vous intéressez tout particulièrement aux liens unissant l'intime et le politique selon des angles variés, l'amour, le bonheur, le mélange humain, la philosophie, la crise de la masculinité. Éditeur chez Larousse, créateur du premier tarot philosophique, vous intervenez régulièrement dans les médias, mais aussi en milieu hospitalier, en prison, au Sénat, en entreprise, ainsi que dans de nombreux pays étrangers. Mon attention a été retenue sur votre blog par un article publié dans le numéro de Marianne du 14 octobre 2006, intitulé « Réenchantons l'école ». Vous y faites largement référence aux conceptions de l'éducation promues par Paulo Freire, et vous concluez « Commençons donc par mettre les professeurs au centre du système », car la vitalité éducative dépend d'abord d'eux, de leur énergie, de leur choix pédagogique, de leur intelligence relationnelle, de leur investissement, de leur autorité légitime. Recrutons-les pour la passion qu'ils déploient autant que pour la rigueur de leurs connaissances et encourageons-les à encourager leurs élèves, à leur transmettre l'aptitude à l'émerveillement intellectuel que l'obscurantisme marchand compromet. Enjeu démocratique absolu, car si c'est par l'école que la République forme les citoyens de demain et se conforte elle-même, c'est aussi par l'école qu'elle peut mourir. Nul doute que vous allez nous en dire plus sur des points qui rejoignent ces propos. Donc à vous pour 8-10 minutes. Merci. Merci. On m'entend là, pas besoin de mettre le micro. Ça va. Oui, voilà. Ça marche. Voilà. Merci à tous. Je suis admiratif de la haute tenue de ces prestations précédentes. Donc, ça me réjouit qu'on justement on a affaire à une société qui doute et des directeurs, des enseignants, tout un corps lié à l'éducation qui est dans le doute et dans la quête d'issue, la quête de diagnostic. Donc ça me réjouit vraiment. Oui, dans cet article, je faisais une sorte d'hymne à l'enthousiasme. L'enthousiasme comme la capacité de transmettre la passion, la capacité de s'intéresser évidemment aux matières intellectuelles, à la formation des citoyens de demain, mais également à la capacité de leur donner la gourmandise de la connaissance. Cette capacité qui fait que l'effort devient un jeu et l'intensité dont il a été question avec Anne Barrère, cette intensité-là devient justement quelque chose de délicieux et non plus un fardeau. Dans le mot « attention », c'est Patrice Huer qui me faisait la remarque malicieusement, l'attention, on peut l'écrire de deux façons différentes. En un seul mot, l'attention, ou l'attention en deux mots. Et je pense que le problème aujourd'hui scolaire porte sur ces deux façons d'entendre ces sons, l'attention. Dans l'attention et l'apostrophe, il y a évidemment des problèmes nouveaux qui émergent. On parlait effectivement il y a quelques années de culture du zapping, on parle encore de cette culture-là, mais il faut comprendre ce qui se joue dans cette nécessité permanente qu'ont les jeunes d'aujourd'hui à se focaliser et se défocaliser des objets qui les tiennent à cœur. Et il n'est pas question de zapping pour fuir des responsabilités ou pour ne pas s'engloutir trop dans quelque chose. Ce zapping-là, c'est en fait une sollicitation permanente d'agents extérieurs, des loisirs, l'attraction marchande, les chats sur Internet, la sollicitation permanente que l'on porte à leur égard. Et ces acteurs, ces agents extérieurs font pression sur cette jeunesse-là aussi. Et la tension est compliquée parce qu'elle est en prise justement avec la tension en deux mots, c'est-à-dire énormément d'exigences portées sur cette jeunesse, peut-être à un point comme
peu d'époques l'ont connu. Parce que ces exigences ne sont pas formulées dans un cadre culturel commun. Ces exigences sont foisonnantes, polycéphales, multifacettes. Les parents exigent l'excellence de leurs enfants, on y va avec des cours particuliers, avec des budgets astronomiques dans certaines familles aisées, on y va avec des exigences de prestige, de bonnes écoles, parce qu'on a conscience que la carrière est jouée à l'âge de 20 ans en fonction des directions, des orientations que l'on a prises. Mais la tension en 2 mots, est également au centre de l'école parce qu'il y a une attente par rapport à cette jeunesse-là, qu'elle entre dans des normes, dans des moules, qu'elle entre dans un univers de connaissances plus proche de l'injonction que de la gourmandise et de l'exploration. Alors cette jeunesse-là, harassée par ces sollicitations-là, diverses, marchandes, scolaires, parentales, amicales, cette jeunesse-là n'utilise pas du zapping, mais utilise une capacité que nous avons tous, à savoir temporiser nos pressions, mettre du souffle, mettre de l'air, déconnecter pour pouvoir se reconnecter par la suite. Et ce qui est très important dans ce que je vous dis là, c'est une conception vitaliste que je mets en place. Vitaliste au sens de circulation d'énergie. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans l'intervention d'Anne Barrère, lapsus. C'est justement qu'elle parle d'intensité. Or aujourd'hui, nous avons une véritable révolution de l'intensité en matière de la jeunesse. Nous avions auparavant l'intensité individuelle. Je suis un individu, un jeune, j'ai mes désirs, je chante dans ma salle de bain, je me rêve avec des métiers étourdissants plus tard, et j'apprends par moi-même, je lis, le rapport au livre est un rapport d'intensité individuelle, je réfléchis, j'écris un journal intime. Tout ça, on était dans l'intensité individuelle qui va de pair avec une intelligence individuelle. Et c'était un peu la mission de l'école, une des missions de l'école, auparavant, de former à l'intelligence individuelle, de faire que chaque élève va pouvoir être citoyen et juger en son âme et conscience d'un programme électoral, par exemple. Nous avions aussi une intensité collective auparavant, le groupe de pairs, le vivre ensemble, la convivialité que l'école doit évidemment mettre en place, des lieux de rencontre, des lieux d'échange, une possibilité de se socialiser et de comprendre comment marchent les jeunes filles, les jeunes garçons, le monde, la société, comment je suis dans le rapport aux autres. Aujourd'hui, et ça allait évidemment de pair avec une intelligence collective, l'intelligence du groupe, l'intelligence des décisions, l'intelligence du rapport avec l'autorité, avec le professeur, l'école comme un lieu de société et un apprentissage au vivre ensemble. Dans l'époque actuelle, avec le tournant numérique, nous avons une nouvelle intelligence qui se met en place. Et vraiment, il s'agit d'une révolution anthropologique. On le pressent tous, nous qui travaillons dans ce domaine. On pressent bien que dans un siècle ou deux, l'être humain aura totalement changé à ce niveau-là. Révolution anthropologique. Faut-il l'accompagner? Faut-il résister? Je pense que c'est un faux débat. Il se passe quelque chose dans ce tournant numérique qui va changer la donne radicalement en matière de connaissances, avec un savoir collaboratif de plus en plus, avec un savoir collaboratif y compris de la part du professeur, un savoir qui ne vient plus d'en haut, une horizontalisation des rapports, l'autorité qui va peut-être sortir de la pyramide et aller vers le réseau, mais une révolution aussi anthropologique dans la manière d'appréhender la vie, l'existence et le rapport aux autres. Donc une révolution presque existentielle. Je parle sans emphase. Aujourd'hui, nous avons affaire à une intelligence nouvelle, qui est à la fois, on pourrait dire, collective et individuelle, et qui tisse de l'individuel avec le collectif et qui tisse du collectif avec de l'individuel. On pourrait l'appeler l'intelligence connective. Il est prouvé aujourd'hui que des individus, pas forcément compétents individuellement, mais sachant justement se connecter, avec la possibilité de chercher en réseau, avec la possibilité de collaborer pour produire de l'intelligence, pour produire de la connaissance. Il est aujourd'hui démontré, dans certaines matières, comme le jeu d'échecs, que ces individus-là, individuellement compétents comme il faut, mais pas non plus génies, pas non plus extraordinairement compétents, lorsqu'ils sont connectés, produisent plus d'intelligence que l'intelligence individuelle la plus érudite ou que l'intelligence collective la plus solidaire.
Et à cette intelligence connective qui se met en place aujourd'hui, vient évidemment une intensité connective. Intelligence connective va avec l'intensité connective. Et c'est peut-être cela que les jeunes recherchent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui sait se connecter, beaucoup mieux que les adultes, qui a compris les nombreux avantages et les nombreux dangers, les nombreux périls également, qu'il y avait à être connecté, rester connecté, partager de l'information, y compris de la vie privée, faire en sorte que cette vie privée devienne quelque chose de public. Non pas pour étaler dans un point de vue narcissique qui aujourd'hui doit être dépassé. Nous n'avons pas affaire à une jeunesse spécialement narcissique, même si elle se montre. C'est un réflexe d'adulte que de croire que se montrer sur Facebook dans les recoins les plus intimes de sa vie, il s'agirait de voyeurisme, de narcissisme et d'exhibition. Une minute ? Oui, une minute. Il s'agit de faire valider son existence par les autres. C'est beaucoup plus profond. L'intelligence connective qui se met en place induit une nécessité de construire ce que j'appellerais une école complice et une éducation complice. J'entends par complicité la capacité à tisser des liens qui vont de pair à la fois avec l'intelligence collective, individuelle, mais également avec l'émotion, l'enthousiasme, le croire, le doute, la recherche en commun. Cette idée de connecter l'émotion, donc de connecter aussi le jeu, qui est la grande matière des adolescents d'aujourd'hui, le jeu, la nécessité de jouer, c'est ce que j'appellerais une révolution non plus de l'onde de choc. Aujourd'hui, nous souffrons d'une éducation de l'onde de choc, des pressions, des tensions et des devoirs véritablement écrasants pour ces individus-là qui font du jeu leur bouffée d'oxygène. Mais d'arriver vers, je conclus sur cette phrase, une révolution d'onde de charme, une école de l'onde de charme. Et j'entends par onde de charme la propagation de la douceur, la propagation de l'intelligence et aussi la conscience de sa fragilité. Une école de l'enthousiasme, école de l'onde de charme, on développera ça plus tard. Merci. Merci.